Ça, les gens restent un petit moment ou ça se finit à la fin de la semaine? On verra bien. Il faut demander des autorisations. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien au fond? Alors c'est du matériel qui marche. Qui marche. On ne devrait pas non plus employer ce verbe, marcher. Alors je suis Patrick Garlati, j'ai 75 ans, la force de ma jeunesse. Je suis papa, alors ça fait drôle, hein, quand on a, certains ici ont peut-être vécu, quand on a 75 ans et qu'on parle de ses enfants qui ont 49 ans, 46 ans ou 39 ans, ça fait drôle. Mais c'est quand même nos enfants. J'ai un petit garçon, franco-bulgare, et une petite fille, franco-tibétaine. Et tout ce beau monde s'entend très bien. Je suis un homme de territoire, attaché au pays des Savoies, à son histoire, à ses habitants. Je me présente parce que notre circonscription a besoin d'un député qui soit libre, qui ne reçoive pas d'ordre de Bruxelles, de Paris ou des lobbies. Je suis aujourd'hui le seul candidat clairement patriote et souverainiste, le seul à défendre la sortie de l'Union européenne, la souveraineté populaire, la paix et la protection de notre territoire. Des générations entières ont été appelées à sacrifier leur jeunesse, comme mes frères, en Algérie et en Allemagne. J'en profite pour parler de mon grand-père, antifasciste italien, qui a participé à 2 guerres. Cela suffit. En leur mémoire et pour des millions d'autres jeunes, nous devons dire non à la guerre, dire haut et fort oui à la paix. Les chasseurs alpins n'ont rien à faire aux frontières de l'Ukraine et doivent revenir dans nos montagnes. Je souhaite que les Hauts-Savoyards retrouvent le sens du vote majoritaire des Français en 2005, qui, à près de 55%, avait exprimé un non sans équivoque à la communauté européenne, dont on voit tous les jours les effets néfastes de ce vol des euromondialistes, avec la trahison de Sarkozy, que les Hauts-Savoyards vont bientôt accueillir. Dans cette élection, je suis le seul représentant, en tant que patriote, à représenter le mouvement souverainiste. Et j'appelle celles et ceux qui ne veulent plus de ce système qui massacre tout le monde, à exprimer clairement leur volonté de sortir de l'Union européenne en votant sur mon nom. Aucun des autres candidats ne vous propose de sortir de l'Union européenne, mais vous propose de vous maintenir dans un système qui est pour eux un moyen de vivre, mais pas de vous sortir de cette prison qui est l'Union européenne. Eux en profiteront en vous laissant repeindre les barreaux ou les murs, ou réaliser des agencements ou des aménagements, en vous laissant vivre sous surveillance permanente, sous les caméras et sans réel changement, en vous laissant face à tous les problèmes que vous aurez à résoudre seul ou au quotidien. Ils vous promettent de changer la vie, comme je vois sur l'affiche. Il y a 2 possibilités de changer la vie, soit en négatif, soit en positif. Et lorsqu'on remarque leur revendication, c'est l'impôt. S'ils veulent appliquer leur programme, c'est encore plus d'impôt. Donc vous voyez bien que ce n'est pas la solution. Et ils évitent bien entendu de parler de l'Union européenne. C'est pour cela que nous proposons 2 choses. La gratuité de l'autoroute sur l'autoroute de la Haute-Savoie, un métro aérien rapide à mettre en place, beaucoup moins coûteux qu'un métro souterrain, faiblement impactant pour l'environnement, parfaitement adapté au territoire de montagne. Exemple à l'étranger, qui l'ont fait bien avant nous, La Paz en Bolivie, des réseaux de téléphériques urbains transportant des centaines de milliers d'usagers par jour, intégrés au quotidien. Réduction massive des embouteillages, baisse de la pollution de l'air,
aucune artificialisation lourde des sols. En Haute-Savoie, des réseaux reliant Genève, Creuseuil, Annecy, Faverges, reliant Genève, La Roche-sur-Foron, Sallanches, Chamonix, Megève, serait une solution d'avenir. Et à partir de ces réseaux, on peut aller vers les stations. Durée de vie, plusieurs décennies, entretien réduit, énergie électrique, faible consommation. Pourquoi défendre les barrages hydroélectriques et les centrales hydrauliques alors que l'État et l'UE veulent les soumettre à la concurrence et à la privatisation? Les barrages hydroélectriques et les centrales hydrauliques sont des atouts stratégiques majeurs pour la Haute-Savoie. C'est une énergie locale, stable, peu coûteuse, décarbonée. La mise en concurrence imposée par l'UE menace notre souveraineté énergétique. Défendre l'hydroélectricité publique, c'est faire diviser votre facture d'électricité actuelle par 3. C'est redonner du pouvoir d'achat et protéger les ménages, les artisans, les entreprises et faire rebondir l'économie locale. Prenez votre facture d'électricité, divisée par 3, et vous allez voir ce qui vous revient. Sur tous les sujets déjà évoqués, les patriotes sont favorables à la mise en place d'un référendum populaire pour que le peuple puisse reprendre sa place de souverain dans les décisions. Nous habitons une région très touristique et des milliers de saisonniers participent aux différentes activités dans les stations ou dans les activités autres. Les patriotes proposent à leur égard des améliorations. Les saisonniers, ils créent des richesses, accueillent les touristes et les accueillent parfaitement, aident des producteurs dans d'autres domaines d'activité, font vivre nos stations et aussi nos communes. Il faut améliorer le logement, l'accueil, la reconnaissance de leurs compétences, la formation et la validation des acquis après les saisons, afin de leur permettre un plan de carrière qui ne les laisse pas au SMIC chaque embauche. Tous les ans, ces gens-là recommencent au bas de l'échelle au SMIC. Quels sont les travailleurs ou les fonctionnaires de notre pays qui accepteraient une telle mesure en leur direction? Et pourtant, ce sont des gens qui vraiment font un travail magnifique dans les stations qui rendent des services considérables. À l'Assemblée nationale, je me battrai pour que soit défini avec les plus réactifs, les saisonniers, un statut spécifique à leur endroit. Chers électeurs, vous avez deux choix. Soit rester dans le système européiste et mondialiste et le subir dans tous les domaines de la vie quotidienne. Soit sortir de ce système, sortir de l'UE et de l'OTAN en votant patriote Patrick Garlati. Je m'en excuse. Oui, rien n'aurait pu m'empêcher de venir, ça c'est certain. Mais d'abord, bonne année. Bonne année à vous tous. Vous êtes d'ailleurs ma toute première réunion publique de 2026. Hein, donc je suis heureux d'inaugurer cette année avec vous. Et je sens que ça va être une année... enfin, elle a commencé fort cette année. Hein. On est quoi, le 14 ? J'ai l'impression qu'on a déjà vécu 6 mois. Bon, il se passe déjà beaucoup de choses. Et puis évidemment, eh bien, je suis venu, je salue d'ailleurs, je vois des référents d'autres départements, je salue toutes les équipes qui sont là, de Haute-Savoie et des départements à côté. Il y a encore des gens qui arrivent, bienvenue. Après, j'aurai l'occasion en bout de salle de discuter avec vous, voire de dédicacer des livres si vous le souhaitez. Mais c'est vrai que je suis venu d'abord et avant tout parce que dans 11 jours, vous aurez à faire un choix entre 11 candidats pour la législative partielle de la 3e circonscription de Haute-Savoie. Et nous avons notre ami référent de Haute-Savoie, Patrick Garlati, qui vient de s'exprimer brillamment, qui vient de vous expliquer pourquoi il était candidat. Et il l'a fait, je crois, dans le détail. Et vous savez ce qu'il propose. Et il est le candidat des Patriotes. Avec, je la salue également, Marie-Laurence, qui est sa suppléante, que j'ai eu l'occasion de rencontrer tout à l'heure. Et je sais que c'est un candidat et un duo d'ailleurs tout à fait compétent, tout à fait motivé. Et donc j'ai voulu, d'abord, nous avons collectivement, au sein de l'équipe nationale, nous avons accordé l'investiture à Patrick Garlati et à Marie-Laurence parce que nous savons que ce sont des personnes de confiance. Et ensuite, nous savons qu'il y a une campagne qui est menée et il y a une vraie campagne de terrain. Et ça, c'est très important.
Et d'ailleurs, je vous invite, après cette réunion, à aller voir Patrick Irletti si vous voulez rejoindre la campagne, si vous voulez aider, parce qu'il reste 10 jours avant le premier tour. Mais 10 jours, c'est peu et c'est en même temps beaucoup. Voilà. Surtout dans une législative partielle. Il n'y a pas grand monde qui vote à une partielle. Hein. Donc ça veut dire que chaque voix compte double ou compte triple. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Alors moi, justement, ma voix me manque ce soir, donc pardonnez-moi, je n'ai pas encore tout récupéré. Je parle un peu moins fort que d'habitude, je fais attention pour la garder jusqu'au bout. Ma voix me manque, mais les voix ne manqueront pas à Patrick le 25 janvier dans les urnes. Ça, c'est absolument certain, parce que c'est un homme engagé, c'est un patriote convaincu, c'est un amoureux de la France et de la Savoie, et qu'il est entouré de personnes de confiance qui ont dessiné un programme local et national tout à fait fort, tout à fait solide. C'était lui. Et puis là, Arnaud Rousseau, qui est en fait c'est un milliardaire, enfin, je veux dire, c'est l'agro-business, ça n'a rien à voir, il n'est pas du tout paysan. Et d'ailleurs, il fait des affaires avec le Brésil. Donc, dans son groupe Avril, là, qui fait 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, en fait, tout ça, c'est le cirque. Non, moi, j'y étais quand il y avait aussi les CRS qui poursuivaient les paysans. Ça, c'est toujours un signe. Si on vous accueille avec le tapis rouge, c'est bizarre. Par contre, quand vous êtes accueilli pire qu'un narcotrafiquant, c'est ce qui arrive aux paysans en ce moment. Ils sont accueillis là en ce moment à Toulouse, ils sont en train d'essayer de débloquer des barrages. Ils ont envoyé, je partageais les images juste avant sur mes réseaux sociaux, ils ont envoyé des blindés, ils ont envoyé 150 CRS, 150 gendarmes mobiles pour le coup, et ils ont envoyé 4 Centaures. Centaures, c'est des armes, enfin c'est des véhicules de guerre, avec mitrailleuses sur le toit, 11 tonnes, enfin c'est monstrueux. On n'envoie pas le quart du quart de ça face aux narcotrafiquants. Encore une fois. Voilà. Par contre, on les envoie face à ceux qui nourrissent la France. C'est tout à fait significatif et révélateur du pouvoir qui dirige le pays. Ce sont des gens qui travaillent sciemment contre les intérêts de la France, bien évidemment. Et donc, Patrick, député, serait descendu voir les paysans. Enfin, je pense, tu serais descendu, oh oui, le connaissant, il serait descendu voir les paysans, il n'y a pas de problème. Et il aurait eu bien raison. Mais qu'est-ce qu'il leur aurait dit? Il leur aurait dit la vérité. Contrairement à ses 576 collègues à l'Assemblée nationale. Parce qu'il leur aurait dit, mais la seule manière de vous sauver, la seule manière de bloquer l'accord Mercosur, et demain l'accord avec l'Inde, qui sera encore pire, la seule manière d'arrêter d'importer du poulet ukrainien dégoûtant, les œufs, etc., c'est de sortir de l'Union européenne. Il leur aurait dit la vérité. Car aujourd'hui, parmi les 577 députés de l'Assemblée nationale, il n'y en a pas un, pas une qui peut leur dire la vérité. Parce qu'il n'y en a pas un, tout parti politique confondu, qui veut sortir de l'Union européenne. Vous imaginez ça? On est, d'après les derniers sondages, à peu près 40% des Français, sans débat à la télé, sans rien, on est 40% à vouloir le Frexit. C'est plus à la fin on gagne, ne vous inquiétez pas. Alors ça, moi je vous dis, après un débat, moi je gagne, pas de problème, plus de 50%. Mais aujourd'hui, sans débat, sans rien, vous demandez comme ça, à froid aux gens, voilà. Et encore, tout ça, effectivement, c'était avant le Mercosur, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans la tête des gens depuis. Mais déjà, même si c'était que 40%, c'est déjà énorme. Mais vous avez 0 député français pour 0 sénateur et 0 eurodéputé français. C'est extraordinaire. S'il y avait Patrick, il y en aurait un qui pourrait leur dire la vérité. Voilà. Et ça, ce serait quand même déjà une révolution. Ce serait une sacrée révolution. Mais un qui compte pour 576, quoi. Parce que quand vous en avez 576 qui racontent n'importe quoi, celui qui dit la vérité, il compte beaucoup plus que les autres. Alors il leur aurait dit ça parce que regardez le Mercosur. Pour moi, le Mercosur, ça a été une leçon grandeur nature en accéléré. C'est un cours de Frexit. Les Français étaient contre. Les paysans sont contre. À l'Assemblée nationale, 3 fois, ils ont voté contre. Au Sénat, ils ont voté contre. Au Conseil européen, la France a officiellement voté contre. Et pourtant, ça passe.
Alors il y a plein de Français qui sont peut-être moins au fait que vous sur ces sujets-là, des millions de Français qui ont dû se dire « mais c'est incroyable, comment ça se fait? On n'a pas de droit de veto, on peut nous imposer des choses ». En plus, à la première puissance agricole d'Europe, car on est la première puissance agricole d'Europe. On peut nous imposer ça? Ben oui, on peut. Et ils le font d'ailleurs. Et je crois qu'il y a plein de Français qui ont réalisé, là concrètement, ce que c'était ce mot de souveraineté qui peut parfois paraître un peu théorique, la souveraineté, c'est un peu... Non, c'est théorique, c'est ce qu'il va y avoir dans vos assiettes en fait, la souveraineté. Quand vous aurez du poulet ukrainien ou du bœuf aux hormones brésilien ou du poulet chloré canadien ou argentin, ben, vous saurez clairement ce qu'est la souveraineté et surtout la perte de souveraineté. Ça veut dire ça. Et quand vous voyez effectivement des exploitations agricoles qui ferment, quand vous voyez le dépeuplement total, comme on dit à Bruxelles, c'est-à-dire l'abattage systématique des bêtes, DNC, il n'y a pas que DNC, hein, il y a plein de trucs en ce moment qui circulent, mais abattage systématique. Et bien vous savez ce que ça veut dire la perte de la souveraineté. Mais d'autres l'ont su avant. Tous les ouvriers qui ont vu leur usine fermée, délocalisée, et pas forcément très loin, la plupart des délocalisations, vous savez, ça ne part pas en Chine. Hein. La plupart, c'est à l'intérieur de l'Union européenne. Les 2/3. Pologne, Roumanie, Hongrie, etc. etc. Ben, eux, ils savaient déjà ce que ça voulait dire la perte de la souveraineté. Quand on n'a plus le droit de faire du patriotisme économique, quand on n'a pas le droit de donner l'avantage à un produit français, qu'il soit industriel, qu'il soit agricole, qu'il soit alimentaire, dans nos marchés publics, dans nos cantines scolaires, dans la commande publique, on n'a pas le droit, parce qu'à l'Europe, il y a la vache sacrée. Celle-là, elle est sacrée, cette vache. Celle-là, on ne va pas l'abattre. Pourtant, c'est celle-là qu'il faudrait abattre. C'est la vache sacrée de Bruxelles qu'il faudrait abattre. Car celle-là, elle, c'est l'enfer. Elle, c'est ce qui nous empoisonne. Elle, c'est ce qui tue notre pays. Eh bien, voilà, c'est concret. Alors, vous savez, Mercosur, dans sa tête, von der Leyen, elle est déjà... Enfin, bon, elle va aller faire un petit voyage au Paraguay, là. Hein. Je crois que c'est samedi. Elle s'envole pour le Paraguay pour aller paraffer. Mais dans sa tête, elle est déjà ailleurs, parce que le prochain qu'elle va signer, c'est l'Inde. Et vous savez ce qu'il y a dans l'accord Inde, parce que personne ne vous en parle. Personne. D'abord, c'est un accord plus gros que le Mercosur. Ce sera le plus gros accord de libre-échange de l'histoire de l'humanité. 2, à l'intérieur, il y aura importation pour la première fois de bovins, de viande de bœuf indienne, qui pour l'instant est interdite sur le territoire de l'Union européenne tellement les conditions sanitaires sont épouvantables. Terminé, on va importer. On va importer aussi du sucre, et y compris du sucre de canne particulier. Et vous savez aujourd'hui qui est leader sur tous les pays européens du sucre de canne, c'est l'outre-mer français. Donc avec cet accord avec l'Inde, on va affaiblir l'outre-mer français, qui n'avait peut-être pas besoin de cela. Et puis, c'est pas que l'agriculture. Ce qui est fou avec l'accord avec l'Inde, c'est que la position officielle de la France, c'est le soutien. Vous savez pourquoi c'est le soutien, la position de la France? Parce que Macron, il n'a pas envie de se prendre 2 claques d'affilée. Mercosur, puis Inde. Ça se verrait trop. Donc il fait croire qu'il est pour. Enfin, il fait croire que la France est pour. Parce que lui, à mon avis, dans son fort intérieur, il est pour, de toute façon, comme il était pour le Mercosur. Donc, il va voter pour faire croire qu'il est du côté des gagnants, cette fois-ci. Parce que là, il vient de se prendre une claque. Vous me direz que ce n'était pas la première, Brigitte lui en avait déjà mis une à la sortie de l'avion, vous vous souvenez? Donc il a l'habitude. C'est une tête à claque, comme on dit. C'est une tête à claque. Mais là, il n'a pas envie de se prendre une nouvelle claque. Ça se verrait trop. Mais il n'y a pas que l'agriculture dans l'accord de l'Inde. On va importer massivement encore plus d'acier indien. Alors qu'on a déjà... On ne produit plus rien en France, quasiment. On va importer encore plus. 2e producteur mondial. Et dans l'accord, il y a aussi un autre truc, c'est les médicaments. Interdiction constitutionnelle de tout procédé de crédit social. Ça, ce sera clair et net. Clair et net. De la même manière, on a le droit de penser en France. On a le droit de dire. Je suis très choqué par les sanctions qui ont été prises contre Jacques Beau, qui je crois d'ailleurs est suisse, hein, et contre Xavier Moreau. Parce que c'est scandaleux. Ils n'ont rien fait d'illégal. Il n'y a rien d'illégal dans ce qu'on leur reproche. C'est juste qu'ils ont fait des choses non conformes.
C'est une logique de crédit social. Vous savez, on bascule. Avant, la frontière était nette. Soit vous étiez dans la légalité, soit dans l'illégalité. Et vous étiez puni si vous étiez dans l'illégalité. Maintenant, et c'était déjà le cas lors du pass, quand vous n'étiez pas vacciné, ça n'était pas illégal, c'était juste considéré comme mal. Mais pas illégal. Donc on vous retirait des droits. Si vous n'aviez pas de passe, vous n'avez pas le droit de prendre le train, l'avion, d'aller au restaurant, d'aller dans une salle de sport, voire de travailler. Alors que vous n'avez rien fait d'illégal. Donc c'était une première brèche dans le système. Et les sanctions contre Beau et Moreau, qui sont à mon avis un ballon d'essai pour généraliser ensuite, c'est la même chose. On leur reproche rien d'illégal. C'est pas qu'ils ont eu des contrats pétroliers ou de gaz avec Poutine ou je sais pas quoi, pas du tout. C'est juste, on leur reproche, c'est écrit comme ça, ce qu'ils disent sur le conflit. C'est tout à fait extraordinaire. Ça devrait, tous les journalistes de France devraient manifester là-dessus, tous. Moi, je l'avais dit lorsqu'ils ont fermé RT France en mars 2022. J'avais lancé un appel aux journalistes en disant « Faites attention, vous serez les prochains sur la liste. » Entre-temps, ils ont fermé C8, CNews est sur le grill, ils vont le fermer. Et puis on ne sait pas où ça s'arrêtera. Puis les réseaux sociaux, les médias indépendants, etc., etc. Puis on va se retrouver, on va dire « Ah ben c'est bien, on est en démocratie parce qu'on a le droit de voter tous les 5 ans. » La belle affaire. Puis alors quand on vous dit ça, on dit « Mais non, on n'est pas en dictature, allez voir en Corée du Nord. » Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Avec ce genre d'argument, vous ne réclamez jamais aucune augmentation de salaire. Vous ne plaignez pas, allez voir combien ils sont payés au Mozambique. Oui, d'accord. Avec ce genre d'argument, on peut tout faire passer. Moi, je ne rentre pas dans cette affaire. Donc, liberté d'expression. On quittera l'Union européenne, tous ces procédés de censure tomberont et on supprimera toutes les lois nationales de censure. Voilà, ce sera la liberté d'expression. Et puis la paix, évidemment la paix, parce que nous quitterons l'OTAN, nous quitterons toutes les structures de guerre, on arrêtera d'envoyer, alors ce sera plus un euro, plus une arme, pas un soldat pour l'Ukraine, c'est terminé, on négocie la paix. Voilà, on arrête cette dinguerie, cette folie qui ne sert à rien, si ce n'est à alimenter la guerre et la corruption. Là, il y a un projet d'envoyer 6 à 8 000 soldats français après un cessez-le-feu en Ukraine, c'est une folie pure. Car ce seront des cibles, car ça enclenchera une nouvelle guerre, et sauf que cette fois, on sera une cible directe. Moi, je ne veux pas qu'il y ait une goutte de sang français qui coule dans cette guerre qui n'est pas la nôtre. Nous n'avons rien à y faire, nous le disons de manière constante et cohérente depuis le départ. Et moi, je veux bien qu'on passe sa vie à défendre... Alors là, on défend la souveraineté de l'Ukraine. Macron, ça, nous parle de la souveraineté de l'Ukraine sans arrêt. Ok. Maintenant, il nous parle de la souveraineté du Groenland. Ok, ou du Danemark, parce que ça appartient au Danemark à peu près, enfin bon, c'est très autonome. Et d'accord, il nous parle de la souveraineté européenne. Il n'y a que ce mot-là à la bouche qui ne veut rien dire, il n'y a pas de peuple européen, ça ne peut pas exister la souveraineté européenne, ça ne veut rien dire. Ok, mais la souveraineté française, on s'en occupe. Quand en fait? Parce que ça là, on n'en parle jamais. Jamais. Moi, je remettrai la priorité sur la restauration de la souveraineté française. Avant de s'occuper du Groenland, de l'Ukraine et de von der Leyen, on s'occupe de la souveraineté du peuple de France, voilà, dans son pays. C'est la première chose à faire. Et puis, enfin, ce sera, Patrick, un député qui luttera contre les privilèges. Voilà, parce que, bon, ils sont bien payés, enfin, ils seraient bien payés, ils seraient grassement payés. Ah, il va redistribuer, tant mieux. Et il va mettre un petit parti pour le parti aussi, peut-être. Et un petit reversement. Et puis, non, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'avantages derrière. Vous savez, ils ne vous disent pas tout. Ils ont le train gratuit en première tout le temps, même après la retraite. Il y a plein de trucs, en fait. Vous n'êtes pas au courant de tout. Mais ils ont droit à 10 milliards de trucs. Tout ça, il faudrait arrêter. Vous savez, moi, quand j'ai été élu président de groupe au Conseil régional Grand Est, on était 46 élus. On est arrivé, c'était la caverne d'Alibaba le premier jour. On nous dit, on vous offre à chacun le dernier iPhone et le dernier iPad. À tous les élus. C'était la région. Ah bon? Mais c'était distribution dans l'hémicycle. Première séance. Moi, j'ai réuni mon groupe, donc les 45 autres élus. L'iPad, c'était pour bosser, la tablette, ça passe. J'ai dit, l'iPhone, vous avez tous un téléphone. Donc on va tous rendre l'iPhone et on va tous le déposer sur le bureau du président en séance. On l'a fait, c'est filmé, vous retrouverez la vidéo.
Je ne vous dis pas qu'ils étaient tous ravis. Mais j'ai utilisé mon autorité de chef de président de groupe pour imposer. Enfin, la plupart ont compris, il n'y a pas de problème. Et parce qu'objectivement, c'était totalement superflu. Ça n'avait absolument aucun sens, c'était scandaleux. Absolument scandaleux. Et c'est un tout petit exemple, ça. Mais il y en a plein. On a même fait voter, la première séance, j'ai fait voter une baisse de 20% des indemnités. Dès que j'ai quitté le conseil régional, ils ont augmenté de 20%. Mais, je veux dire, la dernière fois, vous savez, ils ont augmenté leurs frais de mandat de 300 € par mois. Puis les sénateurs de 700. Voilà. Bon, bah, tout ça, c'est absolument hyper scandaleux. Dans le contexte actuel, on dit aux Français, il faut se serrer la ceinture, il faut faire 40 milliards d'austérité, etc. Et puis, non, ça n'est pas possible. Ça n'est juste pas possible. Voilà. Moi, je pense d'ailleurs qu'on devrait diminuer par 2 le nombre de parlementaires, le nombre d'élus locaux, nationaux rémunérés. On peut largement faire avec 2 fois moins, largement. Et puis, je pense qu'il aura envie de lancer des commissions d'enquête. Lancer des commissions d'enquête parce qu'il n'y en a toujours pas sur les effets secondaires. Il n'y en a pas. On est un des seuls pays en France où il n'y en a pas eu. Donc il faudrait lancer cette commission d'enquête. Il faudra la lancer. On pourrait relancer, je sais pas, par exemple sur la vente de nos fleurons nationaux. Comment ça se fait qu'il y a tous nos fleurons qui partent aux États-Unis depuis qu'il y a la Macronie? Ça serait intéressant de creuser ce sujet-là. On pourrait lancer la commission d'enquête parlementaire là-dessus. On pourrait lancer la commission d'enquête sur le patrimoine de Macron. Parce que c'est bizarre, hein, cet homme n'a rien. Quand il fait ses déclarations officielles, il est à peu près en dessous de la moyenne des Français, ou à peu près au même niveau, alors qu'il a été dans les banques d'affaires, il a été président de la République, Premier ministre. Et puis là, il est en train de payer un procès, parce qu'ils font des plaintes contre une influenceuse américaine dans l'affaire Brigitte. C'est vrai que c'est incroyable. Et les médias américains ont estimé qu'il va, parce que les avocats américains, c'est bonbon, hein, ça va leur coûter 5 à 10 millions de dollars. Et eux ont dit, c'est pas l'Élysée qui paiera, c'est nous. Mais vous allez faire comment? Quand on regarde votre déclaration de patrimoine, ça colle pas. Voilà, mais il y a des problèmes. Voilà. Donc je lance des pistes d'ailleurs de réflexion pour complément d'enquête, tout ça, s'ils m'écoutent. Ça pourrait être intéressant d'aller creuser là-dessus. En tout cas, on peut utiliser le travail parlementaire aussi pour ça. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Engagez-vous, c'est l'heure de la mobilisation générale pour votre candidat. C'est le moment de l'aider, c'est le moment d'aider nos idées, d'être sur le terrain, partout, d'aller coller les affiches, d'aller voir les gens, distribuer les tracts, d'aller faire du porte-à-porte. Vraiment, chaque voix compte. Et je vous l'ai dit, encore plus dans une élection partielle, car il n'y a pas beaucoup de participation. Donc chaque voix va compter doublement, triplement. Il faut absolument se mobiliser, car Patrick Garlati sera le député de la résurrection de la France, et en même temps, pour mettre un grand coup de pied dans cette fourmilière infernale du système. Elle en a bien besoin. Voilà. Grâce à cette énergie, on les aura. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre. Sacha Morel. Oui, c'est ça, voilà. Je suis délégué des jeunes patriotes 74. D'accord. Très bien. Et qu'est-ce que vous pensez justement de ce dont on a parlé là? Parce que principalement on a parlé de la problématique du Mercosur, hein, c'est un sujet brûlant. À votre avis, quelles seraient les solutions pour organiser les choses de manière à pouvoir continuer à avoir une souveraineté alimentaire en parallèle à cette problématique du Mercosur? Quitter l'Union européenne. Oui. Aujourd'hui, il faudrait quitter l'Union européenne parce que l'Union européenne, c'est eux c'est Ursula von der Leyen qui va en Inde, c'est Ursula von der Leyen qui va aller au Brésil. Si on quitte l'Union européenne, on n'est plus obligé de suivre les idées de Ursula von der Leyen, qui est pour moi une dame diabolique. C'est une dame diabolique. Elle n'a pas de cœur, elle n'a pas d'âme. Parce que des pauvres agriculteurs qui se battent tous les jours, et elle, ça rentre par là, ça sort par là, hein, on va pas se mentir, hein. Elle s'en fout, elle va en Inde quand même. Donc voilà. Donc sortir de l'Union européenne. D'accord. Donc avec cette dame, on peut penser aussi à la ministre de l'Agriculture. Est-ce qu'elle a du cœur, cette ministre? Anne Geneva? Ah, pas du tout. Quand je regarde, quand je la vois à la télé, je me demande comment elle peut dormir sur ses 2 oreilles, franchement. Oui. D'ailleurs, elle a rencontré aucun éleveur. Alors,
Elle dit qu'elle a rencontré des éleveurs, mais pas du tout. Elle a été une fois, je crois, en Haute-Savoie, et encore, elle est restée 15 minutes, et ça s'est pas su. Oui, tout à fait. Donc vous parlez de Chambéry, là. Elle était partie à Vallières aussi, mais elle a été restée 15 minutes, même pas, et ça s'est pas su. Elle a été voir l'agriculteur qu'elle voulait, et pas l'agriculteur qui est en train de se battre sur le terrain. En tout cas, le média Cœur de Savoie a été présent à Chambéry, on ne l'a pas vu. Hein. Bah, souvent, on est souvent rejeté. Les médias d'opposition, les médias et les élus d'opposition sont souvent rejetés. Et c'est ça qui est bête, parce qu'on n'a plus de liberté d'expression dans ce pays. Oui, tout à fait. Alors d'opposition, mais moi je dirais des médias indépendants. Hein, plutôt, normalement, on a le droit d'expression libre. Hein. Bah bien sûr. Pourquoi d'opposition? Je dis d'opposition parce qu'on prononce ce nom-là souvent, mais pour moi, l'avenir, c'est les médias qui sont... Qui respectent la charte de Munich. Qui respectent la liberté d'expression, comme vous, comme Cœur de Savoie, Oui, la liberté d'expression. On donne la parole à tout le monde et on respecte la liberté d'expression. Bah bien sûr. Et pour moi, Cœur de Savoie devrait être plus reconnu que BFM TV. Vous voyez ? Ouais, ceci dit, il va y avoir des lois justement pour museler les médias indépendants et tous les médias qui n'iraient pas dans le sens du discours unique. Bah bien sûr. Et j'espère que ça va être adopté. J'espère que... Alors, les lois... Alors, je parle des lois qui sont pour parler, pour justement surveiller cette expression des médias et de sorte à ce que les médias soient dans la lignée du discours unique du gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez de ces lois ? Ah, ces lois-là ? Alors, non, je suis pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, un média libre, c'est un média qui dit la vérité. Et du moment qu'un média dit la vérité, c'est bien. Parce que vous allumez BFM TV, ils diront jamais que la France va bien. Qu'un média libre, il va dire la vérité et il va dire que la France va bien. BFM TV ne font pas ça. On allume BFM TV tout de suite, on fait le pari. BFM TV ne mettra jamais de bonnes nouvelles. Que les médias libres mettent des bonnes nouvelles. Juste ça, c'est la première des choses. Hein. On relaye l'actualité, on relaye la réalité de terrain. Bien sûr. Et BFM ne le font jamais. Je prends l'exemple de BFM, mais ça peut être CNews aussi. Hein. Ça peut être CNews, Bolloré et toute la clique là-bas. D'accord, merci beaucoup Sacha Morel. Merci à vous.